Donc on va enchaîner cette deuxième table ronde sur la question de l'éthique et du droit, hein, cette articulation. Donc on commencera par Virginie Thioune, qui est avocate et docteur en droit, attachée de recherche au sein de l'Institut de recherche en travail social, PACA Corse, de compatriotes. Et puis, on poursuivra avec Jean-Luc Deleplace, qui est psychologue au Papillon Blanc, à ma gauche, à Roubaix-Tourcoing, et qui collabore avec l'Université des Trois-Rivières sur la question de l'autodétermination. Et puis, cette table ronde, on la conclura avec Jean-Jacques Niles, qui est fondateur du cabinet Socrate, qui est philosophe, chercheur et éthicien. Alors peut-être Virginie, si tu commences. Donc Virginie, lorsqu'on a préparé cette table ronde, alors peut-être rapidement pour introduire, hein, dans le cadre de ma participation et de mes recherches pendant 3 ans à l'UNAPI Alpes-Provence, à l'intérieur des espaces de réflexion éthique qu'on a pu explorer, hein, bien évidemment la question du droit, la question de la responsabilité s'invite à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il me paraissait vraiment nécessaire, on l'a co-construit ensemble avec Patrick et avec Yann, que nous ayons une lecture du droit, des droits fondamentaux des personnes. Donc Virginie nous éclairera sur ces questions-là. Jean-Luc, puisqu'on parle beaucoup d'autodétermination, ça sera l'occasion avec vos collaborations et vos connaissances fines sur ce concept. Et puis, Jean-Jacques, peut-être aussi par rapport à votre longue expérience et sur la question, en tout cas, notamment de la protection des majeurs et votre regard aussi, hein, puisque vous avez plusieurs casquettes et je pense que c'est vraiment aussi riche d'avoir un intervenant qui puisse nous apporter ces différents éclairages. Voilà, Virginie. Tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Donc Virginie Thioune, je suis attachée de recherche, comme le disait Stéphanie, à l'IRTS PACA Corse et avocat au barreau d'Aix-en-Provence par ailleurs. Stéphanie n'est pas la seule à avoir l'accent du Sud aujourd'hui. Alors, j'ai déjà entendu ce matin beaucoup de références à la question du droit et également les préoccupations de vous, directeurs, notamment sur cette question du droit et de la responsabilité. Dès le débat, hein, suite à la première table ronde, c'est très vite posé la question de l'inflation de la norme. Et moi, j'ai envie de réfléchir avec vous et je voudrais savoir de quelle norme on parle, de quelle norme est-elle juridique et de quelle norme s'agit-il et quel est le sens de cette norme. Alors, je vais commencer par une situation. Je suis en situation de polyhandicap et l'équipe qui m'accompagne dans l'établissement où je suis est en sous-effectif. Comme je suis en situation de polyhandicap, je ne suis pas en mesure moi-même de circuler, de débrayer mon fauteuil et donc je suis privée d'une liberté fondamentale, d'un droit fondamental qui est celui de ma liberté d'aller et venir. Pour quelle raison? Parce que l'équipe est en sous-effectif, donc il est difficile d'assurer ma protection, on en a parlé ce matin, d'assurer ma sécurité, on en a parlé ce matin, et pour ces raisons-là, je vais passer toute la journée avec mon fauteuil débrayé, en étant en situation de privation de ma liberté fondamentale, de mon droit fondamental d'aller et venir. Alors, c'est très curieux parce que je souhaiterais réfléchir avec vous à partir de la définition du travail social, qui, vous le savez tous, a été posée pour la première fois par le décret du 6 mai 2017, donc qui est introduite dans le CASF, le Code de l'action sociale et des familles, et qui est issue de 4 ans de réflexion dans le cadre des États généraux du travail social. Dans les États généraux du travail social qui ont duré 4 ans, on a énormément réfléchi à la question de la participation des personnes, de l'autodétermination,
notamment la question de l'autonomie, mais pas vraiment celle des droits fondamentaux. Et pourtant, quand on lit le début de la définition, le premier alinéa est très clair, et je vais vous le relire. Donc, le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Donc, on parle bien de droits fondamentaux, on reconnaît aux personnes concernées que ce sont des êtres humains comme les autres, on induit donc par cette définition un rapport égalitaire entre les personnes, un rapport horizontal, un rapport pas simplement... La participation est sous-tendue par les droits fondamentaux qui sont les mêmes pour chacune des personnes, qu'on soit le travailleur social ou qu'on soit la personne concernée. Alors, ces droits fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Bien, je parlais de la hiérarchie des normes. On est bien dans le cadre de normes constitutionnelles, au sommet de notre hiérarchie des normes. Et ce sommet de la hiérarchie des normes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les valeurs de notre société. Ce sont les fondements de notre société et donc de notre régime politique, démocratique. Ce sont nos valeurs républicaines. Alors, lorsque mon fauteuil est débrayé, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection, car l'équipe qui m'accompagne est en sous-effectif, eh bien, mes droits fondamentaux sont bafoués, ma liberté d'aller venir est bafouée, mais c'est également ma dignité, et ça a été évoqué également ce matin, qui est bafouée. Le droit fondamental à la dignité, c'est une valeur normative. C'est une norme, et c'est la norme qui guide tout le secteur social. Et elle est au sommet de cette hiérarchie. Le Conseil constitutionnel a consacré ce droit à la dignité la première fois en 1994, lorsqu'il s'est prononcé sur la constitutionnalité des lois bioéthiques. Et il a érigé la sauvegarde de la dignité des personnes en principe constitutionnel. Ensuite, ce droit à la dignité, il a été décliné par le Conseil constitutionnel et il a servi de fondement à d'autres principes essentiels du secteur, notamment le principe de décence ou la notion de décence qui est fondée elle-même par ce principe fondamental, ce droit fondamental à la dignité. Et ensuite, le législateur s'est complètement emparé de cette notion de dignité qu'on retrouve dans toutes les lois du secteur. Alors, on va commencer par celle de 1998, du 29 juillet 1998, de lutte contre les exclusions. L'article 1er nous dit « La lutte contre l'exclusion est un impératif social fondé sur le respect du droit à la dignité de tous les êtres humains. » Bien sûr, la loi du 2 janvier 2002 nous dit, dans son premier article, « L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le strict respect et l'égale dignité de tous les êtres humains. » La loi Kouchner sur le droit des malades du 4 mars 2002, « Chaque malade a le droit au respect de sa dignité. » Donc la dignité, mais elle permet de concrétiser dans les droits sociaux des conditions d'existence qui vont être humainement acceptables pour les personnes dont la situation reste difficile au regard des droits de l'homme. Alors, cette consécration du droit à la dignité, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce courant, on parlait ce matin de... Moi, j'appelle ça un changement de paradigme, hein, ça a été évoqué, le cadre normatif, je crois que c'est Fabrice qui le disait, qui est complètement différent depuis plusieurs années. C'est bien le courant de la bientraitance, de la promotion des droits individuels, de la promotion des droits fondamentaux, de ce droit à la dignité qui est venu faire changer le paradigme dans le champ du domaine social et bien sûr du travail social. Alors, cette individualisation des droits, au sens droits fondamentaux, a engendré des phénomènes de contractualisation. Le travail social ne connaissait pas ce phénomène de contractualisation. C'est le pendant de cette individualisation. Donc, on a une idée de
réciprocité. En droit, on parle de contrat synalagmatique. On est bien dans un rapport d'horizontalité où les deux parties, à un niveau d'égalité, contractent. Du moins sur le plan juridique. Ce serait intéressant qu'on échange avec le décalage de la manière dont ces contrats sont travaillés dans la pratique. Donc cette réciprocité, on dit que la personne concernée finalement est un homo reciprocus, selon Becker, c'est-à-dire que cette réciprocité fait désormais partie intégrante de la justice sociale. On voit bien, c'est très flagrant quand on est passé du RMI au RSA. On est vraiment passé à un phénomène d'individualisation des droits, de contractualisation avec une réciprocité. Alors, quel est l'objectif de cette contractualisation, allez-vous me demander? Eh bien, c'est que ça proclame bien le fait que les personnes concernées ont des droits individuels, qu'ils ont le droit de choisir, la liberté de choix, et qu'ils ont le droit de consentir ou non à des prestations. Et on parle bien de personnes concernées avec lesquelles on va contracter. Alors, autre objectif de cette contractualisation des prestations, eh bien, c'est finalement de mieux prendre en charge les situations individuelles. Là, je vais faire allusion forcément, vous le savez, au projet personnalisé. Alors, ce courant d'individualisation des droits et de contractualisation, cette notion de bientraitance, traverse toutes les politiques publiques depuis la fin des années 90 en France. Je citais la loi de 98, je reciterai la loi du 2 janvier 2002, avec bien sûr le contrat de séjour, avec bien sûr, je le disais, le projet personnalisé, la loi du 11 février 2005, avec le projet de vie au sein des MDPH, la conclusion du projet de vie pour obtenir la PCH. On parlait des ESAT tout à l'heure, on le retrouve bien sûr dans les contrats de soutien et d'aide par le travail. On le retrouve décliné bien sûr dans le champ de la protection juridique des personnes vulnérables, entre autres. Donc, ce courant de politique publique se décline dans tous les droits, il se traduit dans le vocabulaire sur le versant de la participation et du pouvoir d'agir de l'autre. Mais finalement, le fondement n'est-il pas celui des droits fondamentaux, je le répète, qui est le premier alinéa de la définition même du travail social. Donc l'État, que fait-il? Il fait de l'individu un acteur de sa propre vie, de son projet de vie. Et on est bien là face à un changement de paradigme qui ne place plus le travailleur social, mais ça a été évoqué, simplement du côté de la protection. Et dans les débats tout à l'heure, suite à la première table ronde, s'est posée justement la question du sens de cette protection, de cette évolution, peut-être plus vers le prendre soin à l'heure actuelle. Alors, la conséquence principale, c'est qu'il faut quand même garantir l'effectivité de ces droits individuels. Il y a une promotion des droits individuels, des droits fondamentaux, il y a une contractualisation. Donc, qui est le garant que ces droits individuels vont être effectifs? C'est le juge. Donc, le pendant va être le phénomène de judiciarisation qui envahit le secteur social et qui, jusqu'alors, était peut-être plus protégé que d'autres sur cette question-là de la judiciarisation qui va être la conséquence même, ou qui va aller de pair avec cette individualisation des droits et cette contractualisation. Donc, la grande loi phare qui a consacré le rôle du juge, c'est quand même la loi du 5 mars 2007 sur le DALO et le DAO. On a un droit qui est effectif au logement ou à l'hébergement et on va devant le juge attaquer l'État pour rendre ce droit effectif. Donc, on est bien dans de la judiciarisation de notre secteur. Alors, le contentieux dans ce secteur est très très complexe parce qu'il va, pour ne pas dire compliqué, il va interpeller plusieurs juridictions, l'ordre administratif, donc le juge administratif, mais également le pôle social du juge judiciaire.
Alors, quels sont les contentieux, les pans du droit qui sont, si on voulait classifier le contentieux dans notre secteur, bon, on a bien sûr le droit au logement et à l'hébergement, j'en parlais. On a tout le contentieux sur la récupération des aides sociales, sur la tarification sanitaire et sociale, et bien sûr le champ qui nous intéresse, le champ du handicap, où on va avoir là une répartition très 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 malheureuse, où par exemple, ne serait-ce que pour la carte mobilité, on va avoir un pan dont la compétence est le juge administratif et un pan pour la carte mobilité inclusion où la compétence est celle du pôle social du juge judiciaire. Donc, si je reviens à mes droits fondamentaux, dans la situation que je vous ai évoquée au départ, quelle est la crainte finalement qui est partagée par tous ? Je n'ai absolument pas cité le contentieux pénal, le contentieux de la responsabilité dans les 4 pans du contentieux les plus importants quantitativement dans notre secteur. Alors, le contentieux pénal, il est celui de je dirais, de ce qui est pénalement répréhensible, ce qui est interdit au nom de la société. Et franchir cet interdit sociétal, hein, cette liste des interdits figurant dans le code pénal, va avoir une dimension en termes de responsabilité qui semble beaucoup plus grave, beaucoup plus importante que les contentieux que je viens d'évoquer. Et forcément, cette responsabilité, ce risque de responsabilité pénale est une question qui est prégnante, dérangeante, préoccupante pour tous les dirigeants du secteur. Donc, finalement, si je me pose la question sur le plan pénal, qu'est-ce qui est plus grave ? Dans ma situation, si je suis en fauteuil privé de liberté, est-ce que la privation de liberté, ça n'engage pas aussi la responsabilité de l'équipe, de l'institution qui m'accompagne ? Mais si, dans ma situation, je suis livrée à moi-même, et ça a été évoqué aussi, et je peux me mettre en danger, voire mettre en danger les autres, va se poser la question de la responsabilité pénale de l'institution, des dirigeants de l'équipe qui m'accompagnent. Donc finalement, qu'est-ce qui est le plus grave ? Qu'est-ce qui est le plus préoccupant ? Et je terminerai mes propos sur ces questions, et notamment sur le principe d'égalité, qui est vraiment au cœur du fondement du droit social, du droit de l'aide et de l'action sociale. C'est-à-dire que, et ça a été évoqué également tout à l'heure, depuis la Révolution française, on est bien dans une devise de liberté, d'égalité et de fraternité, et le droit ne connaît que le principe d'égalité, absolument pas l'équité. Et je voudrais qu'on réfléchisse également à ces questions dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le texte fondateur des droits fondamentaux en France et qui a d'ailleurs inspiré d'autres chartes de déclaration de droits fondamentaux. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et cette égalité, elle est valable devant la loi, mais également devant la justice. Alors qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit en situation de vulnérabilité, par son âge, sa pathologie, son histoire de vie, ces principes d'égalité s'appliquent de manière pas absolue. Qu'est-ce qui va venir édulcorer et appliquer ce droit aux situations? Eh bien, c'est le juge, j'y reviens. C'est ce qu'on appelle le droit subjectif. Et oui, il y a de la subjectivité dans le droit. Et cette crainte du juge, cette crainte du pénal, on voit bien que dans un procès pénal, la première chose qui est faite, c'est brosser la personnalité
Et cette personnalité, c'est ce que font tous les travailleurs sociaux dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on travaille à partir de personnes et de situations. Et dans ce cas-là, le juge, dans sa jurisprudence, introduit cette notion d'équité pour modeler ce principe d'égalité en fonction des situations et tendre vers une égalité des chances en prenant en compte l'individualité du sujet de droit et sa personnalité. Donc, pour finir, puisque le temps est compté, mais j'espère que les débats seront nombreux et les questions nombreuses, la solution est sans doute dans une réflexion sur cette crainte de la judiciarisation, hein, de réfléchir aux risques encourus sur le plan juridique, quels vont être l'impact et sont-ils véritablement réels, puisque aller devant le juge, être convoqué pour une garde à vue, ça peut être extrêmement effrayant, mais on peut se rendre compte aussi que ça va être le seul espace juridique dans lequel on ne va pas être dans une logique de droit objectif, mais bien de droit subjectif, adapté aux personnes, adapté aux situations. Et donc, voilà, sur le champ des possibles, réfléchir à dédramatiser cette question de la judiciarisation. Merci beaucoup Virginie. Je pense que tout à l'heure, il y aura probablement des questions, parce qu'il y a, je pense aussi dans la salle des décideurs, des professionnels avec des grosses responsabilités. Ça sera peut-être l'occasion de revenir aussi sur ces questions-là et sur la peur de la judiciarisation, sur la peur des poursuites pénales, hein, notamment à l'encontre de directeurs. Je laisse la place à Jean-Luc pour poursuivre sur ce propos. Merci. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je disais tout à l'heure, on a parté à la pause avec des collègues. J'étais assez serein jusqu'à ce matin pour discuter d'autodétermination. Et j'avoue que la petite table de ronde et les échanges de tout à l'heure m'ont mis un petit coup de chaud sur l'autodétermination. En tout cas, avait quand même confirmé une forme de tension qui existe autour de l'autodétermination. Je me disais ce matin, l'autodétermination, c'est vraiment une fricadelle. Il y a plein de trucs. La fricadelle, vous connaissez pas la fricadelle? Ah, la fricadelle. Alors, c'est une espèce de... Voilà, c'est ça. Il y avait la main. J'aurais besoin des conditions d'accessibilité. Ah, très bien. Mais je vais expliquer un petit peu. La fricadelle, c'est une forme de saucisse qu'il y a dans le Nord. Si vous allez dans le Nord, vous allez entendre parler de fricadelle, à la friterie, ça. Tout le monde en parle. Il n'y a personne qui sait ce qu'il y a dedans. Et au final, c'est bon. Et ce matin, c'est vrai que sur l'autodétermination, donc moi, me revenait un petit peu la mission de clarifier l'autodétermination. Alors on dit en 10 minutes, et de où on part tout à l'heure, je voudrais juste vous partager une forme de témoignage un peu de ce qui se passe en pratique autour de l'autodétermination, de ce que ça soulève comme réaction en pratique de l'autodétermination, et faire un parallèle avec les modèles d'autodétermination qui existent, qu'on sait aujourd'hui de l'autodétermination par rapport à il y a pas mal de temps. L'autodétermination, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que dans notre secteur, qui est le secteur du handicap mental, qui se décline pas de la même manière dans d'autres secteurs. Dans le domaine du handicap mental, l'autodétermination, elle est venue mettre le focus sur la question des envies, des préférences, qui est effectivement valide. C'est un des 3 piliers de l'autodétermination, c'est la question des envies, des préférences, la question qu'est-ce que tu veux. Et aujourd'hui, dans l'autodétermination, on a une forme de perte un peu de sens de l'autodétermination, c'est-à-dire qu'il y a un résumé, autodétermination, fais ce que tu veux. Dans les projets personnalisés, à l'heure de l'autodétermination, pour mettre de l'autodétermination dans les projets, on demande qu'est-ce que tu veux. Et ça vient parfois, dans l'esprit de certains, s'opposer, alors que ça ne devrait pas, à d'autres pratiques où on regardait la personne avec une déficience intellectuelle, elle a très longtemps, voire toujours été regardée sous l'angle de ses compétences ou de ses incompétences. C'est-à-dire, je construis mon projet personnalisé en fonction de ce que je vois de la personne et je vois qu'elle est incompétente ou qu'elle manque de compétences, parce qu'elle est déficiente, intellectuelle, elle a du mal à acquérir des compétences. Et donc mon rôle, ça va être de lui apprendre des choses. Parce que s'il galère dans la vie, c'est parce qu'il ne comprend pas ou qu'il ne sait pas. Donc je vais lui apprendre.
Et on a des réactions comme ça autour du choix ou de la décision qui sera en lien avec les préférences, qui sembleraient incompatibles avec ça, ou en tout cas des réactions de rejet, d'opposition, qui remettraient en question tout le travail qu'on fait depuis des années autour du développement de compétences chez les personnes. À l'heure de l'autodétermination, comme si les envies venaient balayer ce travail-là. Or, la question des compétences, c'est le deuxième pied du trépied de l'autodétermination, le deuxième pilier. Il y a la question des envies, qu'est-ce que tu veux? La question des compétences, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux aller chercher comme compétences pour aller dans le sens de tes envies. Et il y a une troisième notion qui est fondamentale au sens, ça fait partie de l'autodétermination. Et cette troisième notion, elle est souvent opposée à l'autodétermination. Quand on parle d'autodétermination et éthique, on va dire l'autodétermination, d'accord, mais les risques. C'est pas mais les risques, c'est les risques, c'est ce troisième trépied, ce troisième pilier de l'autodétermination, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu sais, et qu'est-ce qui t'inquiète, ou qu'est-ce qui devrait t'inquiéter. C'est-à-dire, effectivement, envie, compétence et risque sont des conditions. Tout à l'heure, M. Gâteau évoquait les conditions de participation. Pour pouvoir participer, pour pouvoir être présent, par exemple, dans un projet personnalisé, pour pouvoir participer effectivement à un projet, quel qu'il soit, il y a trois questions fondamentales à se poser. La question des envies, la question des compétences et la question des risques. Et souvent, l'autodétermination, on l'oppose aux risques. On va dire, l'autodétermination, je veux bien, mais que fait-on des risques? Pour moi, ça a autant de sens que de dire l'autodétermination, je veux bien, mais que fait-on des envies? Si je dis ça, les gens disent, mais il n'y a rien compris à l'autodétermination. Fondamentalement, c'est impliqué, c'est lié aux notions d'autodétermination. Et ces trois questions d'autodétermination, avec la mode autodétermination, c'est-à-dire la vague un peu autodétermination, le vocabulaire, sans que personne ne maîtrise vraiment tout ce qu'il y a dedans, on en retient simplement le focus sur les envies. Alors c'est tant mieux par rapport auparavant, on regardait la personne que sous l'angle de sa déficience et de se dire, du coup, ils ont peut-être aussi des envies, il faut qu'on en tienne compte. C'est tant mieux. Et en même temps, c'est un peu flippant parce qu'effectivement, si on ne tient compte que ça, on avance, mais on avance en boitant. Il manque quand même un aspect fondamental, c'est la question des risques. Et ces trois questions, envie, compétence et risque, j'en parlais hier dans le train avec Virginie, Christine, pardon, excuse-moi. Cette question de envie, compétence et risque, ça n'est pas propre à la déficience intellectuelle. Le concept d'autodétermination, on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans la déficience, dans le handicap, mais ce n'est pas propre au handicap. Ces points de tension qui peuvent exister entre les compétences et les risques, entre les risques ou les envies, ces points de tension-là, ils existent pour tout le monde. Par contre, ce qui s'ajoute dans le domaine du handicap, c'est que ça va entrer en percussion ou en résonance avec l'autodétermination de la famille. Autodétermination, j'entends envie, compétence et risque perçus par la famille, et du professionnel. Et donc, ce qui va créer la difficulté, c'est pas l'autodétermination en soi. L'autodétermination en soi, elle comporte des tensions internes entre envie, compétence et risque, comme tout à chacun. Mais l'ingrédient supplémentaire dans les situations de dépendance, c'est que cette autodétermination, envie, compétence et risque de la personne vient heurter les envies, les compétences et les risques perçus par la famille. Quand une personne accompagnée dans un établissement d'habitat dit j'en ai marre d'habiter à tel endroit, je veux déménager, tiens, je vais aller habiter avec ma copine. C'est des questions que tout le monde peut se poser. La question de et si ça se passe mal dans son nouvel établissement, si ça se passe mal avec sa copine, qu'est-ce que... ces questions-là, elles ne vont pas se traiter du tout de la même manière, parce qu'en général, qui dans l'histoire des personnes a absorbé les risques liés au parcours de la personne, par exemple, c'est souvent la famille. Et donc discuter autodétermination avec des familles, au nom en présentant simplement l'envie, c'est-à-dire regardez, ça va mieux avec l'autodétermination, ou sur l'angle des compétences, regardez ce qu'on sait de l'autodétermination, c'est oublier de pouvoir discuter aussi qu'est-ce qui vous inquiète dans le développement des envies, compte tenu des compétences de la personne. Et ça, c'est fondamental. Et c'est vrai pour un professionnel, vous venez de le dire, autour de la question de la judiciarisation. Les oui mais dans l'autodétermination, il y en a plein. C'est-à-dire que l'envie
de développer l'autodétermination, tout le monde la partage. Quand on fait des formations autodétermination, on discute de ça, grosso modo, tout le monde est d'accord avec l'idée, l'envie de développer l'autodétermination. Par contre, un professionnel va se dire, par exemple, bah ouais, mais s'il arrive quelque chose, sur quoi on va venir me chercher? Et donc, ces questions d'envie, compétence et risque, elles sont vraies à l'échelle d'une personne pour développer l'autodétermination. Quand on pose des questions de projet personnalisé, on devrait avoir autant de place à l'ancienne évaluation de compétences, c'est-à-dire ce qui était présent dans la construction des projets personnalisés chez les personnes déficientes. Il y avait avant des évaluations de quoi? De compétences. Et donc, on construisait notre accompagnement là-dessus. Avec l'autodétermination, où ce qu'on se représente, ça se rajoute la question des attentes, des envies. Mais la question de qu'est-ce qui serait le pire pour toi? Qu'est-ce qui te fait peur? Quel problème tu as rencontré dans la vie? Ça devrait prendre autant de place. Et donc, si vous voulez, dans le quotidien, il y a beaucoup de raccourcis autour de l'autodétermination qui, de ma place, m'inquiètent un peu au sens de la perte qu'on risque d'avoir autour de ça, par réaction, parce que, alors qu'on est d'accord sur le principe, on ne parle pas tous du même angle d'attaque. Et donc, par rapport à ça, il me semble important, alors je profite qu'il y ait pas mal de DG, de personnes qui portent cette notion-là, d'être vigilant sur la manière dont on porte ça, parce que tout le monde, s'il y a bien un truc qui met tout le monde d'accord autour de la fricadelle, qui fait plaisir, que c'est bon, il y a un truc qui met tout le monde d'accord sur l'autodétermination, c'est qu'il y a de la pression à l'autodétermination. Et c'est pas grave, voire c'est tant mieux, effectivement, on avance, mais soyons vigilants sur l'effet de cette pression-là, surtout si elle n'est orientée que sur un des 3 piliers, la question des envies. Parce que sinon, on risque d'arriver effectivement à ce qui était évoqué ce matin. Après tout, s'ils ont envie de sortir, autodétermination, ils sortent. Non, s'ils ont envie de sortir, ils sortent, c'est des envies. Mais ce n'est pas autodétermination. Est-il en capacité de gérer sa sortie? S'il s'expose à un risque, qui va gérer le risque, etc. Ça, ce sont des questions d'autodétermination. Je ne sais pas trop le temps que j'avais par rapport à ça, mais voilà, c'était juste pour articuler un petit, essayer en tout cas d'articuler un petit peu ça entre les tensions que ça va générer sur le terrain, qui sont, de ma lecture, de ma situation, des tensions qui sont liées à une mécompréhension du concept, et c'est pas juste intellectuel, ça a de réelles répercussions pratiques. Et donc je pense qu'effectivement, quand un milieu de pratique souhaite développer l'autodétermination, les 3 ingrédients sont importants. Une volonté ferme de l'association, des compétences plus affûtées en termes d'autodétermination que de rester juste à choisir et décider, et un travail du risque, c'est-à-dire qu'on mesure les risques auxquels on s'expose à avancer dans l'autodétermination, à avancer dans le sens des envies, compte tenu des difficultés des personnes, la question du temps, la question des moyens, etc. Voilà. C'était juste pour essayer de poursuivre un petit peu sur ce qui a été dit. Mais alors, du coup, je ne résiste pas à l'envie de vous poser une question à tous les deux, parce que j'ai le sentiment dans vos propos que finalement l'autodétermination pourrait être un levier pour se prémunir de judiciarisation. Que finalement une autodétermination qui serait pensée avec effectivement une rigueur, et pas effectivement ce que tu disais sur la question du simple choix, et que la question de la mise en péril, cette peur de la mise en péril, ou en tout cas de la judiciarisation que les managers peuvent connaître, c'est que développer l'autodétermination des personnes, ce serait Tout à fait. Alors, juste me permet par rapport à ce qui était évoqué, il faut reconnaître aussi qu'on est dans un secteur où, je crois que ça a été dit ce matin autrement, mais tout le monde travaille avec ses tripes. Tout le monde discute avec engagement autour de ça. Tout le monde y va vraiment avec de l'engagement, et quand on y va full engagement, là, effectivement, on peut très vite se tendre quand il y a des questions. Et on est dans un secteur, notamment au niveau éducatif, où la question des droits, des devoirs, la question judiciaire, elle est très souvent mise sur la table, mais pas travaillée. C'est-à-dire qu'il y a un risque perçu qui est présent et qui peut freiner l'envie. Cette question le travail du risque, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a une grosse étape du travail du risque perçu, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vois, toi, de ta lecture comme danger potentiel. Et ça va s'agir de le basculer en risque réel, c'est-à-dire qu'on discute réellement de la responsabilité professionnelle. Mais c'est la même chose pour les compétences. Je termine juste là-dessus pour le lien aussi, c'est que sur les compétences, la question de quand tu es famille et tuteur, la question des compétences que t'apporte cette fonction de tutelle et les compétences qui restent à la personne,
c'est aussi parfois un flou qui serait sain d'éclaircir. Je ferai le lien par rapport à ce que tu as amené sur la question de l'obligation de moyens, en fait, et pas de l'obligation de résultats. Hein, c'est-à-dire qu'en termes de responsabilité, dans le champ de l'accompagnement social, on est bien sur une obligation de moyens. Donc on va prouver qu'on a mis tous les moyens en œuvre. Et avec cette approche de l'autodétermination, avec un risque évalué, compris dans le projet, ben, on a des arguments. Le risque zéro n'existe pas quand on travaille avec de l'humain. Forcément, chacun d'entre nous, là, on peut sortir de l'établissement pour faire une pause et se faire renverser par une voiture. Donc, à partir de là, le risque zéro n'existant pas, si on prend en compte ce risque, j'entends complètement ce que tu as amené, Stéphanie, bien sûr, ça va être une partie intégrante, intégrée, travaillée, et on va bien être on va pouvoir défendre le fait que on est tenu par une obligation de moyens et qu'on a mis tous les moyens en œuvre et qu'il y a un aléa qu'on ne peut pas maîtriser. Et du coup, qui ne va pas engager la responsabilité juridique. Vous avez pris des notes? Pour moi, ce qui vient de se dire, c'est déterminant. Hein. Je pense on pourra y revenir, mais je pense en tout cas que ce type de questionnement s'invite dans des ateliers éthiques, s'invite systématiquement dans des commissions éthiques. Et je trouve que c'est vraiment déterminant de clarifier ces points de droit sur la responsabilité, de façon à ce que, effectivement, ça puisse après pleinement laisser la réflexion et le questionnement et la délibération. Et donc, ça tombe bien, puisque je laisse la parole à Jean-Jacques. Merci. Bon, je vais essayer de vous proposer quelques réflexions qui sont sûrement peut-être assez décousues et moins construites que ce qu'on vient d'entendre, j'en suis désolé. Et qui sont en partie des réactions aussi à la première table ronde, mais je vais essayer d'être vraiment synthétique. Je crois que c'est important qu'on ne laisse pas l'éthique dans une espèce de bulle. C'est trop sérieux pour la confier aux éthiciens uniquement, en tout cas. Et dans notre tradition, il y a toute une conception de l'éthique, tout un tas de credos que j'ai peut-être pas le temps d'égrener maintenant, mais qu'il faut déconstruire si on veut, je pense, avancer sur le sujet. Et le premier point pour moi, et j'étais un peu surpris qu'on le reproduise aussi ce matin, c'est une mécompréhension du droit et une opposition totalement artificielle entre éthique et droit, que j'ai retrouvé ce matin, bon, alors sous des formes un peu nuancées, mais on fait comme s'il y avait d'un côté un cadre, on parle de cadre normatif, bon, moi j'en parle aussi parfois, et je l'ai même écrit, donc ça peut être, les remarques que je fais peuvent être aussi autocritiques, mais on fait comme si les juristes n'étaient pas des gens qui réfléchissent en termes d'éthique, quoi. Mais ça vient d'où, ça? L'éthique, c'est pas un domaine réservé à des gens qui ont une formation en philo, enfin, dont je fais partie, donc je peux me permettre de dire ça. Donc il y a de l'éthique dans le droit. Le droit donne pas toujours des réponses. On fait comme si le droit allait donner des réponses. Ben, quand on bosse avec des juristes sur des questions, et on l'a fait hein, dans la protection judiciaire des majeurs, mais dans d'autres domaines, sur des questions très précises. Hein. Par exemple, sur l'incurie, quel est le statut juridique des déchets retenus par la personne dans son logement? C'est quoi? Est-ce que ce sont des détritus? Est-ce que ce sont des objets personnels? Est-ce que ce sont des doudous? Voilà. Bon, donc quand on bosse avec des juristes, on se rend compte que, bien sûr, sur certains points, on a des repères assez solides. Mais très souvent, on a des questionnements, des principes juridiques qui s'opposent. On ne sait pas. Est-ce que la personne a le droit de fumer dans sa chambre? Un juriste ne va jamais vous dire oui ou non. Il va vous dire, bah, il faut qu'on regarde, il faut qu'on étudie la question, et il va énoncer peut-être des principes. Et du côté de l'éthique, une réflexion éthique, mais ça a été dit ce matin et je partage complètement, indépendante du droit n'aurait pas de sens. Après, comment formaliser la relation entre éthique et droit? Alors ça, dans le bouquin qu'on a fait sur la PJM, on a parlé d'entrelacement, faute de mieux. On voit bien que ce n'est pas la même chose et que c'est indissociable. Bon, ça c'était un premier point rapidement. Deuxième point, mais là c'est plus très original de le dire depuis le référentiel HAS de 2022, qui ne se réduit pas du tout à un critère sur l'éthique, il y en a 6 même s'ils ne sont pas impératifs, et qui va très très loin dans ce qu'il attend. Et même, je suis assez sidéré
par le niveau d'attente exprimé par ce réflexe, qui va bien plus loin que dans le sanitaire et qui, pour une part, est extrêmement prospectif. Il faut faire le lien entre éthique et qualité. Il n'y a pas de démarche éthique sans les responsables qualité doivent être présents dans les démarches éthiques parce que, enfin, je ne veux pas être trop long, ça va dans les deux sens, quoi. Ça va dans les deux sens. Et la mise en place de l'éthique passe par le processus qualité aussi, bien qu'elles ne doivent pas s'y réduire. Et puis, il y a une troisième chose, mais peut-être que ça rebondit, mais indirectement sur ce que tu viens de dire, il y a aussi la question des compétences. Alors là, je prends les compétences du côté des professionnels. Et on dissocie toujours l'éthique comme si c'était les bonnes intentions indépendantes du professionnalisme. Mais l'éthique fait partie du professionnalisme, et le professionnalisme conditionne la mise en œuvre éthique. Si vous avez affaire à un chirurgien, vous préférerez une mauvaise tête qui a le bon geste technique que le contraire. Bon, et le mieux, c'est bien sûr d'avoir les deux. Voilà, ça c'était un premier pitch. Le deuxième, alors le terme est pompeux et puis je ne l'aime pas trop, mais il faudra trouver mieux. Nous, on essaie de travailler sur ce qu'on appelle un système de management de l'éthique. Et là aussi, je voudrais à la fois comprendre et décaler un peu par rapport à ce qui s'est dit ce matin. Quand on est une grande, on accompagne aussi des organisations d'une certaine importance, dont certaines sont présentes ici, sur la mise en place d'un dispositif éthique. Alors oui, il faut laisser beaucoup de place, bien sûr, à la créativité, à la diversité des démarches. Mais il y a quand même deux choses que je voudrais souligner. C'est que, un, on a besoin de capitaliser sur les travaux. C'est pour ça que l'éthique, je dis, elle ne peut plus être comme il y a 20 ans, quand on a démarré nos travaux dans une espèce de bulle. Les livrables, les productions, parce que on s'est interrogé aussi, nous, sur le statut juridique, ce que pas grand monde fait, je pense, le statut juridique des comités d'éthique ou des instances de réflexion éthique. Et quand on regarde ça de près, on voit bien qu'il y a des choses qui sont des vues de l'esprit, quoi. Ce sont des groupes de travail qui ont une responsabilité, qui doivent produire une valeur ajoutée pour le client final, si j'ose dire, pas au sens mercantile bien sûr, qui est la personne accompagnée. Donc pour capitaliser, il faut bien mettre en place, alors je ne crois pas que ça soit de la technocratie, c'est de la gestion, c'est du management, c'est mettre en place un dispositif. Et la deuxième chose qu'on ne veut pas trop voir parce qu'on est dans une vision de l'éthique individualiste, personnaliste, pour reprendre un peu l'histoire de la philo, c'est l'harmonisation des pratiques. Si je suis une personne accompagnée, que j'aille à Roubaix ou à Marseille, j'ai droit au même niveau de qualité d'accompagnement. Et donc, on a aussi une responsabilité qui est d'harmoniser les pratiques. Et pour harmoniser les pratiques, je suis désolé, il faut qu'on harmonise les méthodes de travail sur l'éthique, qu'on le veuille ou non. Alors, après, effectivement, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais si je veux harmoniser les pratiques et capitaliser dans une organisation, je vais quand même devoir donner, ce n'est pas de la technocratie, c'est de l'outillage, de la méthodologie et de l'outillage. Voilà, bon, ça c'était une chose. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, moi le terme d'autodétermination, c'est nouveau pour moi. Je bosse avec des experts aussi de l'autodétermination, c'est parce que pour moi c'est quelque chose de nouveau. Et longtemps, je n'ai pas compris pourquoi. Et puis, j'ai, comme beaucoup de gens, l'inquiétude qu'on surinvestisse des termes comme ça, comme logique de parcours pendant un certain temps. Et puis, pouf, il y a un deuxième terme qui prend le relais. Et puis, quel sera le prochain? Bon, j'en suis un peu revenu et je pense que ça vaut le coup de bosser dessus. Du point de vue de la philosophie morale, ce terme, il a un contenu qui est celui de liberté. Je ne peux pas trop développer, mais je ne comprends toujours pas pourquoi on parle d'autodétermination et pas de liberté des personnes accompagnées, sachant que dans le concept de liberté, il y a tout ce que tu as dit. Il y a tout ce que tu as dit et qu'on a une charte qui s'appelle Charte des droits et libertés des personnes. Mais on n'ose pas dire qu'on veut parler de la liberté des personnes. Bon, je ferme cette petite... et l'autodétermination, on l'aborde de façon individuelle. Et c'est là aussi qu'on fait monter la pression. On l'aborde beaucoup trop individuellement. Et j'en viens quand même au point sur lequel j'étais attendu, sur la protection judiciaire des majeurs, sur laquelle on travaille depuis une dizaine d'années, sur les questions d'éthique. On a fait un bouquin. Là, on vient de sortir un jeu dont je vais parler, pas pour faire la promo, c'est une activité, celle-là, non lucrative,
mais je vais en parler un petit peu en lien avec cette question éthique et autodétermination. Alors, les gens qui bossent sur l'autodétermination, 3 dimensions, il faut en rajouter une 4e, c'est la question de l'éthique. Les gens qui bossent sur l'autodétermination, on a fait une revue de littérature assez complète sur le sujet, ne traitent pratiquement jamais de l'éthique. Ce qui, par rapport à la tradition philosophique et à la question de la liberté, est très étrange. Puisque comment on guide nos vies? Comment on fait pour faire nos choix? Ben, ça s'appelle la réflexion éthique. Comment on peut travailler sur l'autodétermination sans travailler sur l'éthique des personnes accompagnées? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les démarches éthiques institutionnelles? Là aussi, je me flagelle publiquement. Qu'est-ce qu'on fait? Et on l'a encore entendu là aussi tout à l'heure. On convie des personnes accompagnées dans les instances de réflexion éthique. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est un progrès, on a encore du chemin à faire dans ce registre-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on pose la question de la représentativité, de ces personnes qu'on ne pose jamais pour les professionnels. Bon, qu'est-ce que ça veut dire quand ce dispositif est conçu par les professionnels, dans le langage des professionnels, dans les codes professionnels et dans un dispositif institutionnel qui est fait pour les professionnels? Ça veut dire que la moitié du temps, on met des gens en difficulté de comprendre ce qui se raconte, de suivre et d'apporter une valeur ajoutée. C'est pas ça, la participation des personnes accompagnées à la démarche éthique. Enfin, ça peut, c'est pas ça. Pardon, je suis trop... Oui, c'est pas forcément ça, c'est pas que ça. Qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande leur point de vue sur les problèmes d'éthique des professionnels. Mais j'ai fait ça aussi pendant des années sans me poser la... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elles n'ont pas, elles, leurs questions d'éthique? Elles n'ont pas leurs problèmes de décision par rapport aux professionnels, par rapport à leur famille, par rapport à leurs collègues, entre guillemets, personnes accompagnées. Mais quand vous interrogez, moi j'ai commencé à le faire, quand vous interrogez les personnes accompagnées, ça prend du temps, hein, c'est compliqué. Enfin, je suis conscient des difficultés. Je disais, quand on anime un groupe avec la région PACA sur la protection judiciaire des majeurs, j'ai insisté lourdement, parce que le secteur de la protection judiciaire des majeurs est quand même en retard, ou en tout cas très frileux par rapport à tout ce qui est implication des personnes accompagnées. J'ai insisté pour qu'on réunisse des personnes protégées. On a réuni 10 personnes à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. On a fait chou blanc. Hein. On a fait chou blanc. On a appris des choses, mais pas du tout ce qu'on recherchait, ce qu'on voulait. Donc je suis conscient des difficultés de communication, etc. Et je me suis dit, bah oui, on a fait chou blanc, parce que c'est pas comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler avec les personnes, faut les former. Nous, on est en train de concevoir des programmes de formation à l'éthique pour les personnes accompagnées. Mais qu'il faut qu'on co-développe, qu'il faut qu'on travaille. Enfin, il y aura des témoignages là-dessus aussi cet après-midi. Mais donc je fais une petite annonce en même temps, je profite pour dire qu'on a besoin d'expérimenter des dispositifs éthiques où on invitera peut-être des représentants des professionnels pour avoir leur point de vue sur les questions d'éthique qui se posent aux personnes accompagnées. C'est fini? Je voulais juste... Je prends encore 1 ou 2 minutes. Ça, c'est un jeu de cartes qu'on a fait sur la protection judiciaire des majeurs, hein, sur l'éthique, où il y a une trentaine de mises en situation qui posent des questions d'éthique. Par exemple, une personne protégée ne prend pas son traitement et demande au MJPM de garder le secret. Ça, c'est le résumé. Je ne vous lis pas le texte. Il y a comme ça des situations. Une conduite incertaine, c'est une personne protégée qui conduit un véhicule alors qu'elle ne devrait pas, etc., etc. Bon, il y en a une trentaine. Bien, ces situations, si vous les reformulez un petit peu, je suis une personne protégée, je suis isolé, j'ai besoin de conduire pour me rendre dans mon travail si je suis dans un ESAT ou pour voir mes amis ou pour voir ma famille. En même temps, je suis polyaddict, en même temps, j'ai plus de permis, plus d'assurance. Qu'est-ce que je dois faire? Pratiquement, je pointais ce matin, presque toutes ces situations pourraient être reformulées pour être non pas la question du professionnel sur comment je fais quand une personne accompagnée veut s'acheter une voiture sans permis alors que son état de santé ne lui permet pas de conduire. On pourrait toutes les reformuler comme des questions d'éthique
pour les personnes accompagnées. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter la représentation des usagers, comme on dit dans les instances. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est une modalité qui peut aussi les mettre en difficulté et en tout cas qui ne nous donne pas du tout une démarche éthique favorable à l'autodétermination des personnes. Et ça reste, je pense, à inventer. Et autant les gens de l'autodétermination n'ont pas beaucoup travaillé sur la question de l'éthique des personnes, autant les éthiciens ont très peu travaillé. Il y a très peu d'exemples de démarches éthiques où on est sur moi je l'ai fait en psychiatrie, les gens vous disent, je prends juste un exemple, j'en ai pour 10 secondes, un patient vous dit, moi j'arrive à l'ascenseur, il y a un autre patient qui me propose du Valium. Je ne sais pas d'où il l'a pris, il propose du Valium en échange de ceci ou de cela. Qu'est-ce que je fais? Je le dénonce ou pas? Eh bien ça, c'est une question d'éthique pour la personne. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler sur quel est le processus qui peut permettre aux personnes accompagnées, sachant que c'est une catégorie, vous le savez mieux que moi, beaucoup trop vague, de collectivement, pas individuellement. Il ne faut pas que ce soit une pression individuelle. Moi, je dois m'autodéterminer, mais c'est terrible. Et par exemple, on travaille sur la pérédance dans le domaine de la PJM, on commence à travailler, mais ça effraie les professionnels. Pourquoi les personnes sont complètement isolées? Il n'y a pas de collectif des personnes protégées qui pourraient travailler sur leur charte éthique, quoi. Pardon. Non, mais merci beaucoup. Alors, c'est vrai que j'essaye d'avoir cette pression du temps, mais pour un peu peut-être donner la parole au public. Mais je pense que probablement, il faudra organiser un séminaire sur la place, parce qu'effectivement, moi, c'est vraiment des questions que j'ai travaillées pendant 3 ans et plus dans mes recherches sur la place des personnes accompagnées à la délibération éthique. Quelle place on accorde, quelle formation on propose, quels espaces. Et effectivement, pas forcément le penser sur la question de la représentativité, mais vraiment sur le regard, sur la participation au dilemme même, sur comment chacun collectivement pense ces dilemmes. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais laisser la parole au public. Je ne résiste pas non plus, moi vous savez, j'ai du mal à résister à plein de choses. Sur la question du droit et de la place et de la valeur d'un espace de délibération éthique. C'est vrai que dans le champ du sanitaire, dans le code de santé publique, dans le code de déontologie médicale et dans la certification HAS au sanitaire, il y a effectivement une place importante à la collégialité et notamment à la décision collégiale qui est actée dans un comité éthique. Alors je lance un appel. C'est vrai qu'il n'y a pas ce pendant juridique de la décision collégiale, d'un relevé, par exemple, à l'issue d'un comité éthique hospitalier, il peut y avoir des relevés de décision qui vont participer et qui vont être inscrits dans le dossier du patient et qui auront une valeur juridique. Il n'y a pas, dans le Code d'action sociale et des familles, pour le moment, une place accordée à la valeur juridique d'une délibération collective sur une décision. Voilà. Bon. Est-ce que l'UNAPI, on pourra en reparler. En tout cas, voilà, on voit bien que sur un plan politique aussi, il y a encore des problématiques comme ça, en creux. Alors, on a quand même, voilà, je me disais, Christine. Mais il y a bien une Virginie dans la salle, c'est pour ça. Donc merci pour les 3 interventions. Je voulais vraiment réagir aux 3 et je vais commencer par celle de Monsieur Niles pour repréciser parce qu'en fait, pour moi, il y a une incompréhension justement par rapport à ce qui a été dit ce matin où le propos qu'on tenait avec Monsieur Xil, c'était plutôt que, au contraire, surtout n'opposons pas éthique et droit et c'est comment on s'appuie sur le droit pour mieux interroger le cadre normatif que va parfois fixer le droit. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt la question de l'articulation. Vous parlez d'entrelacement. Pour moi, c'est vraiment cette question-là qui est importante. Et quand on dit interroger le cadre normatif, c'est intégrer que le droit, il évite la violence entre les individus, mais ça ne veut pas dire qu'il est juste. Et donc du coup, comment on va venir interroger ça? J'aimais bien l'exemple du DAO d'Allo.
J'avais en tête à ce moment-là le droit interdit, par exemple, de poser une tente de manière complètement spontanée, on va dire spontanée, à un endroit pour mettre à l'abri quelqu'un. On n'a pas le droit le fixe pas. Est-ce à dire que le respect des droits fondamentaux de la personne qui va se retrouver à la rue et passer une nuit dehors est respecté? On n'en est pas là. Et du coup, je trouve que l'éthique va venir interroger ces points de tension-là. Ensuite, sur je suis pas à la bonne page. Sur la démarche éthique inscrite dans la démarche qualité, pour moi, le propos, c'est vraiment comment on est attentif dans nos démarches d'évaluation externe, parce qu'effectivement, c'est une norme qui est nécessaire et il faut la satisfaire. Mais c'est comment on est toujours attentif à ne pas réduire l'éthique à une démarche qualité ou à un critère qualité qu'il s'agirait de cocher. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et que c'est plutôt comment on va essaimer une démarche éthique au long cours que le travail va devoir être mené. C'est-à-dire que pour moi, il y a la qualité d'accompagnement ne se réduit pas à une démarche qualité qui serait purement qualiticienne. Voilà, au sens du terme, au sens propre du terme. Sur la participation des personnes accompagnées, j'avais des exemples en tête où on en parlait avec un collègue dans la salle sur la formation des personnes accompagnées. C'est aussi, je suis sensible à ce qui est dit sur comment les personnes accompagnées sont elles-mêmes traversées par des points de tension éthique. Et que c'est d'abord par ça qu'il faudrait peut-être démarrer. Et donc j'avais souvenir d'une association qui avait été accompagnée dans la mise en place de sa démarche. Et elle avait construit une trame de saisine facile à lire et à comprendre. C'était la trame qui était utilisée par tous, que ce soit des pros, des personnes accompagnées ou des professionnels de direction. Il y a eu la gouvernance aussi qui s'était saisie d'une trame. Et ça a permis aussi aux personnes accompagnées de venir mettre sur la table les points de tension éthiques qui les traversaient et que ces points de tension étaient traités au même niveau que les autres. Sur par rapport à l'intervention de Virginie, je trouvais qu'il y avait des choses sur souvent on entend la dignité comme étant une valeur. Et donc vous le rappeliez. Et du coup, est-ce qu'on est sur la dignité versus, admettons, sécurité, ou est-ce qu'on n'est pas sur le fait que la dignité, c'est d'abord un état avant d'être une valeur ou un droit? Et que peut-être que le droit, il touche plus au respect de la dignité qu'à la dignité elle-même. C'est-à-dire que nous sommes aussi dignes l'une que l'autre. Personne n'est plus indigne que l'autre, mais que c'est vraiment le respect de la dignité de la personne qui est souvent mis à mal quand on est amené à traiter un point de tension éthique. Et ensuite, je passe la parole aux autres parce que je parle trop. Je vais m'arrêter en fait. Bonne idée. Bon, d'accord, ok, je la ferme. Pardon. Oh. J'ai entendu bonne idée. Hein. Ok. Sur le fait, la responsabilité pénale et la judiciarisation, sur le fait que parfois l'alternative, c'est ma responsabilité pénale étant engagée pour éviter la judiciarisation, on choisit l'alternative qui va faire qu'il n'y aura pas judiciarisation. Il n'empêche que le caillou reste parfois dans la chaussure sur la question de la responsabilité morale et que c'est pas parce que ma responsabilité pénale ayant été engagée, elle est protégée, que je ne reste pas avec cette responsabilité morale qui est mise à mal. Voilà, et qui traverse aussi les équipes de direction à ces niveaux-là. Voilà. Merci de votre écoute attentive. Vous voulez rebondir ou peut-être si quelqu'un d'autre... Vous avez posé, entre autres... Ah oui. On rebondit maintenant, Stéphanie ou... Oui, en attendant, je me dirige vers la personne qui a levé la main. Sur la question posée, notamment sur le droit au logement, le droit à la dignité, le droit de poser une tente pour avoir un abri. Il faut savoir qu'en droit, et vous l'avez extrêmement bien dit tout à l'heure, on a aussi des débats, des questions, des principes qui se contredisent. Et je vous remercie de l'avoir dit. Des fois, on me dit, mais en droit, qu'est-ce que vous cherchez? Tout est écrit, absolument pas. Hein. Les questionnements traversés, de toute façon, le droit ne va être que le reflet de
consensus sociétaux à un moment donné. Comment dire, il va y avoir des principes fondamentaux, des droits fondamentaux qui sont tellement forts que ce sont des libertés, comme vous le disiez très justement tout à l'heure. On parle de droits et libertés fondamentales. Donc, je le disais, le sommet de notre hiérarchie, nos valeurs fondamentales sociétales. Et elles vont être différentes en fonction du moment où ces choix ont été faits en société. On a, sur la question du logement, le droit de la propriété privée, qui est un droit inviolable et sacré. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On sait qui on l'a fait, pourquoi on l'a fait, quelle catégorie sociale l'a fait, dans quel objectif. Et suite à la Deuxième Guerre mondiale, est apparue la question du droit au logement, qui a été concrétisée ensuite par les textes. On va avoir comme ça de droits et libertés fondamentaux qui vont s'entrechoquer et qui vont donner dans les effets un sentiment contradictoire. Et c'est là où le juriste ne réfléchit jamais seul, qu'il a besoin de rencontres, bien sûr, pluridisciplinaires. Il a besoin de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, pour pouvoir construire des réponses sociétales, mais qui seront toujours imparfaites et qui vont amener à d'autres questionnements. Je réagis rapidement sur les 3 points là. Donc sur le premier, éthique droit, j'avais juste pas fait attention au fait que quelqu'un de la table ronde était encore présent, sinon j'aurais pas dit ça. Ouais, c'est la confusion des prénoms. Ouais. Deuxième point, quand vous dites la qualité au sens propre du terme, je suis pas sûr que ce soit le sens propre du terme. Il faut une bureaucratie de la qualité. C'est comme pour la démocratie, il en faut une, mais c'est pas ça le sens propre du terme qualité. Quand on a participé à la mise en place des démarches qualité il y a 1000 ans, on sait que les principes sont des principes éthiques. Et l'éthique et la qualité sont intimement liés, sauf qu'aujourd'hui, donc c'est comme pour le droit, une mauvaise conception de la qualité amène à une mauvaise conception de la relation entre éthique et qualité. Mais si on regarde le fond de la qualité, c'est pas la question de cocher des cases, ça n'a jamais été ça. Ça, c'est un outil. On ne peut pas confondre les outils avec le métier ou la finalité. Et puis, troisième remarque anecdotique, mais je pense qu'elle ne l'est pas tout à fait, mais on n'aura pas le temps de tirer le fil. Je ne sais pas d'où est sortie cette idée qu'il fallait des fiches de saisine. Rien que le mot saisine fait peur à tout le monde, quoi, pratiquement. Et c'est comme pour beaucoup de choses. On va sur Internet, on reprend les règlements de fonctionnement, on reprend les fiches de saisine, on répète le truc, mais on ne se pose plus la question de savoir pourquoi il faut une fiche de saisine et est-ce que c'est le bon terme. Quand les gens, alors je ne parle pas des personnes accompagnées, hein, quand vous leur dites fiche de saisine, ils voient tout de suite le juge, le tribunal, je ne sais pas quoi. Donc on a aussi une réflexion à mener sur les mots simples et les outils qu'on utilise pour les démarches éthiques. Quoi. Oui, merci pour les apports, Alain Lévenès, d'API Charente. C'est une question plutôt à Virginie Thioune, peut-être sur l'entrelacement entre le droit, l'éthique et le médico-social. Est-ce que vous pensez que la théorie juridique de l'autonomie de la volonté, en droit civil, en droit des contrats, peut venir nourrir justement les recherches sur l'autodétermination ? Pour tout vous dire, je n'y avais pas pensé, mais bien sûr, il va y avoir, à mon sens, des éléments qui vont me permettre d'entrelacer la question de l'éthique et du droit. De toute façon, comme je l'expliquais dans mon propos, le contrat est désormais partie intégrante, au sens du droit civil, du champ du droit de l'aide et de l'action sociale. Et forcément, ça peut être une piste de réflexion extrêmement intéressante, sur laquelle je ne m'étais pas penchée. Je vous en remercie. Alors, je crois qu'il y avait une question ici. Oui, bonjour, Corinne Lefebvre de l'ADAPI de l'Essonne. Moi, je voulais vous remercier évidemment pour la richesse des propos, mais j'avais une question à Monsieur Deleplace, sur votre intervention où vous parliez du triptyque ou du trépied envie, préférence, compétence et risque. Et ce que ça m'évoquait, c'est que la question des envies, d'une part, la question des envies n'était pas négociable, indiscutable, on va dire comme ça, plus que pas négociable. C'est intrinsèque, c'est inhérent à la personne et à ce qu'elle exprime. La question des compétences et des savoirs,
on peut dire que c'est objectivable. Dans bien des cas, on peut discuter, échanger et tomber d'accord, entre guillemets, sur une objectivation du niveau de compétence ou de savoir ou de capacité. La question du risque, par contre, fait nécessairement appel à tous les autres protagonistes. D'une part, elle est liée à l'extérieur, à l'environnement, pour beaucoup, même s'il y a aussi un risque lié à la personne elle-même, mais c'est quand même en lien avec son environnement. Et d'autre part, l'évaluation de ce risque, pour le coup, c'est avec plusieurs protagonistes, les professionnels, voilà. Mais du coup, je pense que c'est aussi là que réside le nœud dans ce trépied. C'est que si on s'abstient de prendre en compte la perception des trois, et parfois, je trouvais intéressant quand vous disiez, si on résume l'autodé à seulement la question des envies, finalement on ne prend en compte que la personne, et on vient même parfois juger du bien fondé de l'envie, et on déplace complètement le questionnement finalement. Oui, tout à fait. Alors, Merci. Merci. Pour rebondir par rapport à ça sur la question du risque, quand je parlais de ces trois domaines, c'est parce que ces trois domaines pour lesquels, en soi, chaque domaine n'est pas si simple que ça. Le travail des envies, suivre les envies de la personne, ça semble simple sur le papier. Quand à 9h, il veut faire pétanque, à 10h, il veut faire bowling, et à 11h, il veut plus rien faire. Si on est drivé que par l'autodétermination, c'est suivre ses envies, ça te fait un accompagnement hyper compliqué à travailler. Même si ça n'est pas négociable, ça pose plein de difficultés aussi techniques d'aller travailler, essayer d'évaluer, repérer cette question des envies. Pour les compétences, c'est un peu plus dans notre culture et dans nos domaines. Il y a un tas de grilles d'évaluation, etc., qui viennent affûter un peu la question des compétences. Et sur la question des risques, je rebondis sur ce que Christine évoquait tout à l'heure, c'est effectivement, ça suppose un travail à part entière, dont une première étape serait la question du risque perçu. C'est-à-dire, avant de l'objectiver, c'est de mettre sur la table qu'est-ce qui m'inquiète si je vais dans le sens des envies compte tenu des compétences. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir une inquiétude juridique, un risque juridique. Qu'est-ce que je risque pour ma carrière? Mais c'est pas à la place ou sans. Un risque aussi, mais comment je vais faire pour rentrer chez moi ce soir avec cette décision-là, qui sont deux domaines qui appartiennent au risque perçu. Et sur chacun de ces notions, il me semble important de pouvoir essayer de travailler au risque réel, c'est-à-dire à l'objectiver. La question de rencontrer des juristes dans notre secteur, je pense que ça serait vraiment intéressant pour objectiver cette question de la responsabilité professionnelle, que plein de professionnels mettent sur la table des discussions sans savoir. Donc il y a un risque perçu qui est très marqué et un risque réel qui parfois peut être objectivé. Mais cette forme de subjectivité, effectivement, elle est présente un peu chez tout le monde. Et accompagner une personne en autodétermination, pour un professionnel par exemple, c'est accompagner en ayant une lecture aussi de ses propres envies, de ses compétences et des risques qu'on est prêt à accepter, dans quelle mesure, etc. Donc cette question du côté subjectif du risque d'une part, et puis le fait qu'il interpelle les différents acteurs. Effectivement, c'est ce que je voulais pointer un petit peu tout à l'heure quand je parlais de ces trois entités, c'est que c'est dans le domaine de la dépendance, c'est pas seulement, les questions ne se posent pas qu'à l'échelle de la personne, elles se posent pour chacun de ces acteurs-là. Et peut-être qu'on ne traite pas assez, par exemple, la question de la compétence au niveau collectif des personnes accompagnées. Voilà. Parce qu'on va parler de compétences collectives pour l'organisation, pour les professionnels, et on oublie un peu de parler de compétences collectives pour les personnes. Et la paire aidance, je pense, c'est un levier quand même important de ce côté-là, quoi. Justement, sur la paire aidance, c'est vrai que c'est un terme qui est très souvent associé là en ce moment avec autodétermination, inclusion, etc. Et la paire aidance, elle est très souvent hétéronomée. C'est-à-dire, vous êtes un groupe avec des personnes qui n'arrêtent pas de réagir à la stigmatisation en disant « non mais moi je ne suis pas comme eux ». Voilà. Et on leur dit « salut les pairs, vous êtes un groupe et donc vous allez vous aider d'entre vous parce que ça fait du bien ». Mais il n'y a pas d'entre vous. C'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure sur déjà faire groupe. C'est pas évident, il faut qu'on sache qu'est-ce qui nous rassemble. Et si on est rassemblé par nos incompétences, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée. Si on est rassemblé par nos envies, par nos centres d'intérêt, là, il y a quelque chose de pair. On a tous envie de ça. Là, on fait groupe. Ce qui fait qu'on partage les mêmes caractéristiques ou pas, va faire de nous des pairs. Mais il y a déjà parfois une injonction, en tout cas quelque chose de très hétérodéterminant
dans cette notion de pair, c'est-à-dire que c'est défini par l'extérieur. Vous êtes un groupe parce que vous êtes déficient, vous êtes un groupe parce que vous êtes trouble psy. Non, j'ai résisté à ne pas prendre l'accent du Nord non plus, j'essaie de faire attention. Je voulais dire quelques mots sur le risque et la responsabilité, étant donné qu'on parlait de responsabilité professionnelle. Forcément, dans la question de la prise de risque, se pose la question de la responsabilité professionnelle. Et décortiquer cette question de responsabilité professionnelle. La racine, répondre de ses actes dans le sens des actes positifs ou des omissions. Il y a un aspect, bien sûr, juridique, et vous l'évoquiez très justement tout à l'heure, un aspect moral. Et lorsque cette prise de risque se fait, moi je trouve que c'est la chance, c'est une plus-value qui n'existe pas dans tous les secteurs, dans le champ du travail social, que d'avoir des équipes de professionnels pluridisciplinaires qui vont croiser les regards lors de ces prises de décision et ces prises de risque. Et cette responsabilité morale qui devient de la culpabilité, si on la travaille en équipe, c'est une décision qui est partagée. Et je pense qu'on n'a plus qu'à s'intéresser aux aspects juridiques. Et je trouve que c'est très... Enfin, ces compétences, et ces croisements de regard, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, de manière pluridisciplinaire, sont un atout majeur de notre secteur sur lequel il faut continuer à travailler. Merci infiniment à Jean-Luc, à Jean-Jacques et à Virginie.